Changeons l'ordre pour des raisons de transport. Donc, nous donnons la parole à Jean-Baptiste Ricot de Poitiers sur comparaison des revascularisations endovasculaires et des pontages pour ischémie chronique sévère des membres inférieurs, une étude de cohorte multicentrique avec appariement par score de propension. Et je vous invite à tenir bien votre temps de parole, ça permettra d'allonger la discussion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Donc, je vais vous parler de l'ischémie critique sévère des membres inférieurs. Vous connaissez tous l'ischémie critique sévère chronique sévère des membres inférieurs, malades qui ont des douleurs de décubitus et des gangrènes. C'est un sujet qui est un vrai problème de santé publique. Le deuxième intérêt de cette présentation, c'est la méthodologie que l'on a utilisée pour connaître les résultats et savoir ce qui s'est passé. Mais je voudrais commencer en présentant ce papier à la mémoire de Michel Huguier pour sa confiance et aussi pour ses conseils et son aide méthodologique dans ce travail qui nous a aidés à le réaliser. Alors, c'est un problème de santé publique. La prévalence de la maladie athéromateuse augmente. Elle est de plus de 25% depuis l'an 2000, en particulier liée à l'augmentation de la prévalence du diabète. L'ischémie chronique sévère des membres inférieurs a des coûts élevés de prise en charge et aussi sa prise en charge a été modifiée de façon importante par l'apport et l'arrivée de techniques endovasculaires relativement récentes et très innovantes. De fait, l'industrie est intéressée par ces patients parce qu'il y a un marché. Et donc, on a une disparité des résultats et des études cliniques, puisque la plupart des études cliniques sont pilotées par l'industrie, avec les biais que l'on peut imaginer. L'industrie, même quand l'étude est correcte, est plus intéressée par ce que devient son stent ou son ballon que par le devenir du patient et l'étude de fond de la pathologie du malade. Et ça explique pourquoi, en fin de compte, depuis que ces problèmes existent, on ne retrouve qu'une seule étude randomisée qui a été publiée sur le sujet, il y a 15 ans, plus de 15 ans, l'étude de Basile, publiée par les Anglais en 2005. Alors, l'ischémie chronique sévère des membres inférieurs est une maladie tout à fait ancienne. L'étude Horus, qui a consisté à faire des scanners sur les momies de la vallée des rois, retrouve, comme vous le voyez ici, des lésions athéromateuses importantes sur les artères fémorales superficielles et sur les artères de deux jambes, avec sans doute à cette époque comme conséquence l'amputation, ce qui est quelquefois encore le cas même maintenant. Alors, le but de l'étude que nous avons faite est une étude prospective comparant le résultat des techniques endovasculaires, stent, angioplastie, chez les patients en ischémie chronique sévère, dans 3 centres universitaires européens, Poitiers, Toulouse et Rome, de 2014 à 2020. Donc, résultats comparés des techniques d'angioplastie, stenting, et de la chirurgie par pontage, avec comme critère de jugement principal la survie sans amputation à 3 ans. Alors, vous connaissez, l'ischémie chronique sévère a des définitions classiques, douleur de décubitus de plus de 2 semaines, troubles trophiques de plus de 2 semaines, et puis des critères hémodynamiques que j'ai indiqués ici. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans les dernières années, les sociétés de chirurgie vasculaire américaines et européennes sont réunies, ont travaillé ensemble pour définir des critères de gravité de l'ischémie chronique sévère, avec le critère WIFI et le critère GLAS. Alors, WIFI veut dire Wound Ischemia and Foot Infection, parce que quand on prend en charge ces malades, on est frappé par l'importance dans le pronostic de la plaie, sa surface, sa profondeur, de l'infection qui est liée à la plaie, et évidemment de la gravité de l'ischémie. D'autre part, quand on veut comparer les études ou même définir un protocole, une action, eh bien, on se retourne sur les lésions. Les lésions, c'est l'anatomie des lésions artérielles. Et les lésions artérielles,
varie, son appréciation varie d'une étude à l'autre. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ce système soit mis en marche, eh bien, on ne pouvait pas comparer une étude avec l'autre et on ne savait pas trop bien de quoi les gens peuvent parler. Donc, on a fait un critère Wi-Fi avec des classes de 0 à 3, 4 grades, en fonction de la gravité de la plaie, de la gravité de l'ischémie et de la gravité de l'infection. Et de la même façon, on a gradé, si je puis dire, les lésions artérielles en fonction de ce que l'on trouve sur l'artériographie. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est relativement simple. Voici un malade qui a une ischémie chronique sévère. Voici donc l'axe à revasculariser qui se termine sur une péronnière. Voici l'artère fémorale superficielle avec des lésions étendues. Voici les artères sous-poplitées avec une artère péronnière qui est pathologique aussi. Dans la graduation, eh bien, on aboutit à un stade de classe, une classe 4 pour les lésions d'artère fémorale superficielle, une classe 2 pour les lésions infrapoplitées. Et en fait, dans un tableau à 2 entrées, eh bien, par consensus et études précédentes, on a trouvé que c'était un grade, un stage 3. Alors, on dira, c'est complexe, c'est pas applicable. En fait, l'intelligence artificielle et les progrès sont venus nous aider puisqu'on a mis au point un calcul en ligne qui est immédiat. C'est extrêmement simple. Hein. Vous cliquez sur les lésions, ulcères, gangrènes, etc., sur la pression à la cheville, la TCPO2 si vous l'avez, le grade d'infection qui est expliqué. Une fois que vous avez appuyé là-dessus, vous avez la réponse à côté. Et vous voyez que dans ce cas, on a une classification 2 de 1 avec un risque d'amputation qui est élevé et donc un bénéfice potentiel de revascularisation qui est élevé. Alors pourquoi c'est important? Bien, pour ceux d'entre vous qui s'occupent de chirurgie non vasculaire, c'est un peu évident parce que le but c'était de faire une classification un peu comme la TNM que vous utilisez en matière de tumeurs tout le temps. Hein. Donc pour pouvoir comparer les études et savoir un peu qui fait quoi et pouvoir faire progresser dans le domaine. L'étude, voici sa méthodologie. Donc, plus de 500 patients ont une ischémie chronique sévère, 31 patients éliminés parce qu'amputés d'emblée pour une ischémie chronique non reconstructible, 520 patients revascularisés, 239 ont un pontage et 281 avaient un traitement endovasculaire. Ce n'est pas une étude randomisée. Alors, dès qu'on arrive là, on dit, bon, on va comparer donc le critère de jugement principal qui est la survie à 3 ans sans amputation dans le groupe pontage et le groupe endovasculaire. Et on fait cette magnifique courbe qui montre qu'il n'y a pas a priori de différence de survie sans amputation entre le groupe chirurgical en rouge et le groupe endovasculaire en bleu. Le problème, c'est que quand on regarde les variables de cette étude, qui sont des variables importantes, le Wi-Fi, critère donc d'importance de l'ischémie, le critère anatomique, GLAS, mais aussi des critères qu'on sait être très importants pour le pronostic de ces patients, la suffisance rénale chronique, le diabète, la fraction d'éjection ventriculaire gauche effondrée inférieure à 40% et le critère ASA, on voit qu'il y a des différences de répartition très significatives. Donc, on ne peut pas, évidemment, comparer directement tout simplement ces deux groupes, tout simplement parce que la population des patients auxquels on a offert, on a proposé, on a réalisé le pontage est différente de celle pour laquelle on a réalisé un stenting et une angioplastie. Donc, à partir de là, on a fait une régression par régression logistique, le calcul d'un score de propension. Et on a sorti deux groupes à parier équivalents de 163 patients, donc une diminution de l'effectif global, petite perte de puissance de l'étude, mais des groupes comparables pour lesquels on a étudié la survie sans amputation. Alors, je m'arrête un petit peu sur le score de propension, parce que souvent c'est évoqué en 3 lignes, et quelquefois c'est source de questionnement. Le score de propension, ça consiste
dans un groupe de patients à identifier les variables qui sont différentes entre les deux groupes, variables critiques, et à calculer par régression logistique, par méthode donc statistique, un coefficient, qui est le score de propension, qui regroupe en un seul chiffre les différences existant entre ces différentes variables. Ce qui fait que, comme indiqué ici, vous avez ici le groupe bypass en bleu et le groupe en gris endovasculaire. Vous voyez qu'il y a des patients du groupe pontage qui n'ont pas d'équivalent en critères de gravité du côté endovasculaire. De la même façon, vous avez des patients du groupe endovasculaire qui n'ont pas d'équivalent en matière de variables de critères de gravité dans le groupe chirurgical. Et donc, le score de propension conduit à éliminer ces extrêmes et à garder que les patients qui sont comparables. Alors, on peut faire un résumé très, très simplifié. Hein. Dans ces deux groupes, vous avez des canards qui sont identiques, puis d'autres qui sont seuls, qui sont isolés d'un côté ou de l'autre et qui vont être exclus par le score de propension qui vise en fait d'un point de vue mathématique, car c'est une technique qui est très rigoureuse quand elle est bien appliquée, hein, où il faut faire plusieurs tests pour s'assurer de la pertinence du score de propension et son efficacité. Vous voyez, vous avez le score de propension qui est indiqué ici. Dans le pontage bypass, eh bien, il élimine tout ce qui est du côté gauche, et du côté endovasculaire, il élimine tout ce qui est du côté droit, qui n'est pas partagé, qui n'est pas commun aux deux groupes. Alors, ça correspond aussi, c'est la dernière explication du groupe de propension. Si vous avez donc le coefficient, le score de propension, ben vous allez en fait éliminer les extrêmes et garder que les plus proches voisins entre un groupe et un autre. Et vous vous rapprochez beaucoup de la fiabilité d'une étude qui est randomisée. Et voici le score de propension avant, complètement déséquilibré entre les gros groupes, et après, où vous avez un équilibre parfait. Alors, une fois que c'est fait, bien, il n'est pas étonnant de trouver que les variables qui étaient complètement asymétriques sont très symétriques. Les groupes sont parfaitement comparables pour ces variables qui sont essentielles. Et quand on fait le calcul de survie à 3 ans sans amputation, eh bien, on met en évidence une différence significative entre les deux groupes, avec un taux de 75% dans le groupe pontage et 59% pour le groupe endovasculaire. Et quand on regarde la cicatrisation des troubles trophiques à 90 jours, eh bien, on a un taux de cicatrisation qui est bien supérieur dans le groupe pontage par rapport au groupe endovasculaire à 90 jours. Alors, quand on raffine en plus avec les hazard ratios, on peut identifier certaines parties du groupe où une technique est plus intéressante qu'une autre. Le pontage est certainement meilleur quand la gravité, quand l'ischémie est extrêmement sévère, quand les lésions anatomiques sont très sévères. Par contre, quand vous avez un patient qui a une défaillance cardiaque, il vaut sans doute mieux que ce patient soit pris en charge par un traitement endovasculaire. Le classement ASA, c'est pas significatif. Le diabète, l'insuffisance rénale sont mieux prises en charge en général par le traitement, par le pontage. L'âge, petite tendance, mais non significative vers le traitement endovasculaire, mais l'âge en lui-même n'est pas absolument, n'est pas un élément suffisant pour décider du traitement. Alors, ces belles études doivent conduire à des décisions pratiques, hein, sans ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, à une matrice décisionnelle. Voici dans un tableau à 3 entrées, vous avez en ordonnée la gravité anatomique croissante de glace 1 à glace 3. En ordonnée, vous avez la gravité de l'ischémie, Wi-Fi 1 à 4. Et dans la troisième dimension, vous avez le risque du patient, qui est essentiellement ici la défaillance cardiaque. Bien, vous avez un patient ici, il a une ischémie qui est sévère, certes, mais qui est relativement modérée dans l'échelle Wi-Fi, des critères de gravité anatomique qui sont modérés aussi, mais ce patient, il a un risque, il a une insuffisance cardiaque, il a une FEVG très basse. Ce patient, il vaut mieux lui proposer un traitement endovasculaire. Celui-là a
une ischémie un peu plus sévère, toujours des lésions anatomiques qui sont classe 1, donc pas très importantes. Il n'a pas de facteur de risque cardiaque majeur, il vaudra mieux lui proposer un traitement par pontage. Et puis celui-là, le pire, qui a des lésions, une ischémie extrêmement sévère, des lésions anatomiques extrêmement sévères, qui va risquer une amputation qu'on doit absolument revasculariser, mais qui a des facteurs de risque importants, eh bien là, il faut discuter avec le patient, parce qu'on sait très bien que, vu la gravité de l'ischémie, vu la gravité des facteurs de risque, théoriquement, le pontage est mieux à même d'avoir un sauvetage de 2 membres, mais il y a un risque chirurgical, il y a une discussion à avoir avec lui, en sachant qu'une question tout de suite, quand on est thérapeute, quand on s'occupe de ces patients, c'est est-ce que je vais pouvoir réaliser un pontage en veine? Parce que 86% de ces malades qui avaient un pontage ont été réalisés en veine, en utilisant soit la veine, la grande veine saphène homolatérale, contralatérale, ou les veines du bras. Voilà. Donc, je terminerai ici en vous donnant les limitations de l'étude. Ce n'est pas un essai randomisé, donc ça a certaines limites. Néanmoins, l'appariement par score de propension, même s'il ne réduit théoriquement les biais que sur les variables présentes dans le score de propension, a abouti à 2 échantillons qui sont très comparables. L'analyse des données pour les classifications Wi-Fi et GLASS n'a pas été faite par ce qu'on appelle un core lab, c'est-à-dire un groupe d'experts indépendants, mais chaque participant en France et en Italie a eu une formation sous forme de présentation PowerPoint, de tests avec des examens et ont été habilités à participer à l'étude que les chirurgiens qui avaient pratiquement fait aucune erreur à la fin de la formation. Autre limitation, certains dispositifs endovasculaires innovants, très innovants, n'ont été utilisés que lors des dernières années de l'étude. Mais en fin de compte, quand on voit ce qu'ils donnent, on voit que ça ne modifie pas trop le résultat par rapport au stent classique. Donc, ça ne me semble pas être un biais. La seule limite pour l'applicabilité de l'étude, c'est que les chirurgiens qui ont fait cette étude ont absolument ont choisi une utilisation optimisée de la veine, puisqu'ils savent que ça donne de meilleurs résultats. Et ce n'est pas toujours fait en pratique chez ces patients. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette étude très intéressante. Pour lancer la discussion, je vais être un petit peu provocateur. Les 3 exemples que tu as pris pour décrire une décision par une équipe de chirurgie vasculaire, tu as donné les conclusions en fonction de ton étude, mais on pourrait aussi bien donner avec bon sens, réflexion et expérience, exactement les mêmes conclusions, sans faire appel à ton étude. Pas vraiment, parce que, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on a vu florès d'études. D'abord, la première chose, c'est que quand on parle d'ischémie chronique sévère des membres inférieurs, quand on regarde la littérature avec attention, il y a la moitié des papiers dans lesquels les patients n'ont pas une ischémie chronique sévère, mais ils ont des glédicants. Et c'est beaucoup de séries de l'industrie. La deuxième chose, c'est que dans ces études, les gens montrent des résultats qui varient beaucoup d'une étude à l'autre. Et donc, il y a une certaine incertitude quant à la valeur de la technica par rapport à la technique Bain. Vous avez des études où les chirurgiens disent que c'est merveilleux, ils ont 0 amputation, tout va bien, etc. Vous avez des études où les gens qui font les stenting et les angioplasties des membres inférieurs disent qu'il n'y a plus de place pour la chirurgie ouverte, plus de place pour les pontages, que tout doit être fait par stent. Et ils s'appuient là-dessus sur des résultats de leurs études qui sont évidemment biaisés, non randomisés, avec des effectifs, des petits effectifs. Et si vous voulez, on en sait tellement peu qu'actuellement, on a, après l'étude, l'essai randomisé qui a eu lieu il y a 15 ans, qui ne peut plus être appliqué maintenant vu l'évolution de la technologie, eh bien, il y a 3 études randomisées, une en Grande-Bretagne et 2 aux États-Unis qui ont commencé. On aura les résultats dans 1 ou 2 ans.
Ce qui montre qu'on a des questions et qu'on ne peut pas répondre de façon très claire à ce qu'il faut faire chez ces patients qui ont 80 ans, qui sont fatigués, qui sont au bout de la route, qui ont une espérance de vie courte, mais on sait par expérience vécue, mais ça n'a pas trop de valeur, que si on leur coupe la jambe, ça va être encore pire. Donc, on essaye de tout faire pour leur garder et pour qu'ils aient leur appui bipodal et leur mobilité. Question? Gérard, bravo pour ton étude rigoureuse. Qu'est-ce qu'il en est des techniques mixtes avec une technique endovasculaire en aval d'un pontage? Alors, ça, c'est classique. C'est fait depuis longtemps. Par exemple, et ça a changé beaucoup la pratique. C'est-à-dire que, alors, c'est plutôt dans l'inverse. C'est-à-dire qu'on a un patient qui a besoin d'un pontage au membre inférieur entre l'artère fémorale et l'artère poplitée. Et puis, il a au-dessus une sténose iliaque. Avant, c'était quand même un chantier. Parce qu'il fallait lui faire le pontage orthofémoral et puis le pontage fémoro-poplité. Vu les excellents résultats du stenting iliaque, qui est réalisable dans la majorité des cas, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met le patient est prévu pour un pontage fémoro-poplité, et au cours du pontage fémoro-poplité, quand il est fini, on met une aiguille dans l'artère fémorale et on dilate, on stinte l'artère iliaque en amont du pontage fémoro-poplité. Et on fait donc en un temps ce qu'on faisait avant en deux, ou alors au cours d'une intervention très très longue. Comment apprécier ces méthodes? Ah ben, on les apprécie par l'étude, par échographie, échodoppler et scanner si vous voulez, de la perméabilité du pontage, du taux de sauvetage de membre, et on trouve des résultats qui sont très très bons. Alors, c'est un peu moins bon que les pontages à ortho-bifémoraux classiques, mais aussi, c'est pas la même mortalité non plus. Hein. Et le stenting iliaque couvert ou non couvert, il a une perméabilité maintenant à 5 ans de l'ordre de 80%, 80-90%. Et en plus, quand il y a une resténose, on remet un stent, donc c'est pas une réintervention chirurgicale. Donc les résultats au niveau iliaque sont très bons. Les résultats au niveau stenting sous les artères parce que aucun patient n'a une ischémie chronique des membres inférieurs avec simplement une occlusion de l'artère fémorale superficielle. Ils ont tous l'artère fémorale superficielle et les artères de jambe. Par exemple, les diabétiques. Donc, en bas, au plus on descend et au plus ce traitement endovasculaire est moins efficace. Votre étude montre que le traitement interventionnel est moins bon que les pontages. Y aurait-il un effet de courbe d'apprentissage? Première question. Deuxième question, ce sont les patients qui choisissent leur bras ou les chirurgiens? Alors, actuellement, si vous voulez, si je peux dire comme ça, le marché de la revascularisation des membres inférieurs chez les patients âgés et fatigués, qui sont en ischémie chronique sévère, on fait le bilan et on explique aux patients et à la famille. La famille étant très importante là, parce que quelquefois, ces gens ont des problèmes de compréhension et ils ne voient pas très bien où ils en sont. Et le lendemain, ils ne se souviennent plus de ce qu'on leur a dit la veille. Donc, on réunit tout le monde, on explique simplement, en termes très clairs, la gravité, le risque d'amputation, le risque chirurgical et les possibilités. Et on le fait après un staff dans lequel se trouve en général toujours un chirurgien vasculaire, dans quelques centres un radiologue interventionnel quand le chirurgien vasculaire fait pas les deux traitements, et un interniste ou un médecin généraliste quand il veut participer. Et l'anesthésiste qui est très important parce que le risque opératoire, il le connaît bien. Et une fois qu'on a décidé en multidisciplinaire quelle sera, à notre avis, la meilleure solution, on va voir le patient et on lui explique. Et là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des fois où il n'y a pas trop de discussion parce qu'on est absolument persuadé qu'il faut faire une technique, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il y a un risque, chaque fois qu'il y a un risque, on ne peut pas imposer à un patient un risque chirurgical, on ne peut pas le faire sans son accord. Donc, si le patient ne veut pas la chirurgie et préfère avoir un stenting, eh bien, il y a un stenting.
Si vous pouvez répondre sur la courbe d'apprentissage, une réponse très courte, et ensuite on donnera la parole pour une dernière question à Gérard Mention. La courbe d'apprentissage de la chirurgie est beaucoup plus longue que la courbe d'apprentissage du statique. Voilà, merci pour la réponse courte. Oui, Georges Mention, pardon, pas Gérard. Je voudrais féliciter Jean-Baptiste Ricot pour son excellent exposé qui n'est pas sans rappeler les séances de formation à la recherche dont j'ai bénéficié également avec notre regretté Michel Huguier. Je voudrais poser deux questions, l'une concernant la méthodologie et l'autre concernant les techniques. Concernant la méthodologie, pourquoi est-ce que tu as gardé un peu moins de 20% de pontage qui n'était pas veineux, alors qu'on sait très bien que ça biaise un peu le résultat. D'ailleurs, tu l'as dit personnellement. Et concernant la technique, est-ce que tu parlais de stent unique ou de stent multiple? Et concernant la technique du montage veineux, proprement dit, est-ce que tu faisais référence à la technique du montage veineux in situ? Alors, la première, pourquoi est-ce qu'on a quand même inclus les patients qui avaient des pontages? Mais parce que des pontages prothétiques, parce que ces malades, ils étaient là, malgré la politique des chirurgiens qui était d'utiliser au maximum les veines, il y a des patients qui nous fait, on ne peut pas. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, éliminer ces pontages prothétiques aurait été favoriser le groupe chirurgical de façon un peu artificielle. Donc, on les a laissés, on a gardé ce que nous a donné le calcul, les algorithmes du score de propension. Vis-à-vis des types de pontage, les pontages veineux ont été utilisés, alors la majorité, c'était des pontages en veine grande saphène, homo ou contrôle latéral, ça c'est important, il ne faut pas hésiter à aller prendre la veine du côté opposé. Et quand on voyait qu'il y avait un risque de ne pas avoir de matériel veineux, en préalable, on faisait un échodoppler veineux des membres supérieurs au niveau des veines pour savoir si on avait un réseau veineux superficiel suffisant pour faire un pontage avec la veine basilique, la veine céphalique, même quelquefois aux deux bras, hein, ce qui se fait à deux équipes parce que là, c'est vraiment long, le temps de prélèvement est très, très fin, etc. Quant à l'utilisation ensuite, eh bien, les études randomisées ont montré qu'entre pontage inversé et pontage in situ, les deux ont des qualités, les deux ont des défauts, et les perméabilités sont comparables. Donc là, on a eu à peu près, cette technique était laissée ouverte à l'opérateur, et on a eu à peu près une équivalence entre les pontages, un peu plus de pontage inversé que de pontage in situ. Merci pour ces réponses. Et bravo pour le travail. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'était très intéressant. Et tu as rappelé avec beaucoup d'à-propos dans cette académie très percée dans l'histoire de France que cette ischémie chronique a été cause du décès du roi Louis XIV.